Salut Lirza. Salut Agatha. Bienvenue dans les Poissons sans bicyclette. C'est trop gentil, merci. Comment tu vas ? Écoute, ça va, ça pourrait être mieux, c'est mon premier jour de règles, mais je vais faire en sorte d'être un peu sympa quand même. T'es sûre que tu vas y arriver ? Pas sûr. Parce que déjà quand t'as pas tes règles... Et oh. T'as pu prendre un Dafalgan ou un truc comme ça ? Non, j'ai rien pris, j'ai mangé des olives. Non, ça marche pas. Toi, tu vas bien ? Franchement, ça va pas trop mal. C'était prévu qu'il fasse pluie aujourd'hui. Oui, bon, là, il pleut, mais toute la journée, ça allait. Ok, bienvenue toi aussi au Poissons sans bicyclette. Remercie. Ok. Alors, aujourd'hui, nous avons une invitée avec nous qui s'appelle Célia. Bienvenue Célia. Merci. Célia, je vais dire quelques mots sur toi. Tu es très impliquée dans le milieu culturel vaudois depuis que tu es petite. Tu as grandi au milieu des cours de théâtre, de danse, de chant et d'improvisation. Pourrais-tu dire 2 mots aujourd'hui sur pourquoi tu as souhaité venir au micro des Poissons et quelle est l'histoire que tu vas nous raconter ? On pensait que c'était important que tu puisses le dire toi. C'est moi qui vous ai contacté parce que dans un des milieux culturels où j'étais, j'ai été témoin d'actes sexuels qui ont été commis sur pas mal de mineurs. Et en fait, parce que j'ai décidé d'agir dans ce milieu culturel et d'essayer de faire que ça n'arrive plus, de mettre des choses en place. Donc ça, c'est la raison première et ce que je vais raconter. Et puis aussi parce que c'est arrivé il y a 4 ans et que depuis, il ne s'est pas passé grand-chose par rapport à cette personne et que je suis un peu désespérée de trouver un moyen de faire exister ça dans l'espace public. Ah, super. Merci beaucoup de nous avoir contactés, pour la confiance, d'avoir pensé à nous. Nous sommes ici aujourd'hui pour que tu partages ce cheminement très illuminant de témoins. On a décidé de faire cet épisode la veille de la grève féministe du 14 juin 2024. On trouvait qu'il devenait de plus en plus pressant d'aborder les violences sexuelles et sexistes de l'angle du ou de la témoin. Je me rappelle une pancarte de l'année dernière, une pancarte que j'ai vue pendant la grève justement, qui disait « Mon violeur est à la grève ». Et ça m'avait vraiment mis un couteau dans le ventre, parce que ça m'avait aussi permis d'imaginer là, pendant ce moment ultra festif et joyeux qui est quand même malgré tout la grève féministe en Suisse, ça m'avait permis d'imaginer un homme qui a violé avec plein d'amis, qui passe pour un activiste et un allié de la cause. Ça m'avait poussé à imaginer toutes ces personnes qui ferment un œil sur des violences, qui se taisent ou encore pire, qui excusent et font culpabiliser la victime. Et ça m'avait beaucoup questionné justement du rôle du ou de la témoin. Le propre de notre podcast, des Poissons sans bicyclette, étant la mise en lumière de ce qu'on appelle les zones grises du patriarcat, nous trouvions en fait que parler du rôle du ou de la témoin était une zone grise par excellence. C'est un rôle dans lequel on se retrouve tous les jours, dans des situations considérées comme banales, au travail, dans la rue, au café, même à la maison. Et du point de vue moral et éthique, plein de choses profondes ont été dites à ce sujet, comme la fameuse phrase « qui ne dit mot consent » ou encore la fameuse citation que tu as sortie, Agatha, à notre dernier épisode de ta tête. Oui, je me souviens, celle de Martin Luther King. Exactement. À la fin, nous ne nous rappellerons pas les mots de nos ennemis, mais le silence de nos amis. Du point de vue légal aussi, le ou la témoin a un rôle défini d'une certaine manière, mais de manière culturelle. En tant que femme, j'ai quand même l'impression qu'il semblerait que nous avons décidé collectivement de nous cacher derrière la notion de la présomption d'innocence, qui a pour but, en tout cas culturellement, de protéger les prévenus, d'accuser la victime, et je soupçonne de nous dédouaner, nous toutes et tous, des témoins. Pour toutes ces raisons-là, en fait, je trouvais vraiment que c'était une excellente idée de faire cet épisode et je te remercie encore une fois d'être venu. Nous allons traverser ensemble tous ces questionnements et plein d'autres. Nous allons essayer de saisir ton rôle de témoin éthiquement, mais aussi légalement et du point de vue d'activiste. Est-ce que ça te semble bien déjà comme agenda ? Ça me semble un très bon agenda. Super. Célia, nous allons commencer par le début. Est-ce que tu peux nous dire dans quel contexte commence cette histoire et comment elle arrive à toi? Moi, j'étais dans ce milieu culturel depuis un petit moment. Déjà, quand j'avais 16 ans, j'avais un ami qui m'avait dit « Ah, fais attention à une certaine personne, il est pas net ». Et ça m'était toujours un peu resté. Et donc, j'avais toujours un peu évité cette personne qui avait une position hiérarchique quand même haute dans ce milieu culturel. Bon, ce qui a un peu démarré, j'ai fait une soirée chez cette personne. Et en fait, pendant cette soirée, il nous a demandé de raconter des anecdotes de notre vie sexuelle. Et moi, j'ai été mis extrêmement mal à l'aise par cette demande et je me suis sentie pas bien pendant toute la soirée. Je comprenais pas pourquoi est-ce que tout d'un coup, on se connaissait pas si bien. Je connaissais pas si bien les gens qui étaient autour de moi. Donc, j'ai trouvé ça très bizarre. Je me suis rappelé ce qu'on m'a dit quand j'avais 16 ans. Et donc, j'ai décidé d'aller un petit peu me renseigner. Et j'en ai parlé avec un ami qui, en fait, lui, m'a raconté qu'un ami à lui, ou disons qu'une connaissance, avait vécu des abus de la part de cette personne. Et bon, à partir de là, j'ai commencé à me dire que c'était pas OK. Et en fait, j'ai une deuxième connaissance qui, peu de temps après, m'a aussi
aussi raconté qu'il avait subi des abus de la part de cette personne. Et bon, à partir de ce moment-là, j'ai décidé que il était temps d'agir. Il faut savoir aussi que j'étais dans le comité organisationnel de l'institution dans laquelle il évoluait, donc je me sentais aussi un petit peu une responsabilité de ce côté-là. À la fameuse soirée où le gars a demandé que vous racontiez des anecdotes sexuelles, toi, t'avais quel âge ? C'est une bonne question. Je pense que j'avais 20 ans. Et lui ? Bon, il devait avoir un peu plus de la trentaine, je pense. Donc toi, t'avais déjà eu des ouï-dire par rapport à lui, tu vois un espèce de red flag ce soir-là, et ton feeling, et ce qu'on t'avait dit il y a quelques années en arrière, a été corroboré par le récit de 2 personnes. Ouais, exact. Quelle était la position hiérarchique de cette personne qui demandait des anecdotes sexuelles ? Et il avait ce qu'on appelle un rapport de force, c'est un rapport de pouvoir par rapport à plein de gens. C'est un rôle pédagogique et un rapport de pouvoir. Donc tu disais que 2 personnes se confiaient à toi, et puis toi tu te dis que en tant que membre du comité d'organisation de ce milieu culturel, tu souhaites agir parce que tu te sens une responsabilité vis-à-vis des autres personnes qui participent de cette même activité, si j'ai bien compris. Donc comment tu t'y prends exactement ? Quel est ton plan d'action ? Qu'est-ce que tu décides de faire ? Oui, mais déjà je veux faire une distinction qui je pense va venir dans la discussion, mais c'était plutôt moi en tant que personne féministe et tout ça qui avait envie d'agir. Et en fait c'était parce que j'étais membre du comité que je me suis dit en fait j'ai une possibilité d'action dans ce moment-là, puisque je fais partie des personnes qui prennent les décisions et qui peuvent faire des choses. Ah, donc ta réaction elle est plutôt intime à la base, elle n'est pas dans ton rôle exact. de... Mais surtout que c'était des connaissances à moi, donc c'était très émotionnel au départ. Oui. Ouais. D'accord. Est-ce que tu peux juste clarifier pourquoi tu pensais qu'en tant que membre du comité, tu avais des moyens d'action plus qu'en étant une personne lambda, pour ainsi dire ? Parce que je faisais partie des gens qui prenaient les décisions dans l'association. Et puis aussi parce que pour moi, même si c'est quelque chose qu'on a beaucoup débattu dans le comité, parce qu'on était le comité décisionnel, on avait une responsabilité de protection de nos membres. Et donc c'est là aussi que ça se situait la possibilité d'action. Donc tu espérais pouvoir l'évincer pour parler concrètement ? Oui, c'est ça. D'accord. Ok. Bon, une fois que j'ai appris du coup ces 2 choses, je restais en lien avec les 3 personnes que j'ai mentionnées, les 2 qui ont vécu des violences et mon ami. Et on a décidé de parler au président de l'association et de le rencontrer pour le mettre au courant. Et en fait, entre-temps, la 2e personne qui m'avait parlé, il m'a raconté beaucoup plus de choses. Ce qu'il m'avait raconté au départ était plutôt personnel. Et en fait, après, il m'a expliqué qu'il y avait beaucoup de choses qui se passaient avec des jeunes et des soirées où il y avait des anecdotes sexuelles qui devaient être racontées. Enfin, donc il m'a raconté tout ça. Donc ça impliquait d'autant plus l'association dans laquelle j'étais parce que c'était des soirées qui se faisaient avec des élèves et des membres de cette association. Donc on a rencontré le président de notre association, on lui a expliqué ce qui s'est passé. On a décidé, lui et moi, d'agir et donc d'aller voir la police. On a un peu en parallèle, en même temps qu'on est allé voir la police, on a contacté Espace, qui est l'espace de soutien et de prévention aux abus sexuels, parce que je savais, moi, qu'ils avaient des personnes qui étaient formées pour aider les associations dans ce genre de cas de figure. Donc on les a contactés pour aussi qu'ils puissent un peu nous guider sur ce qu'on devait faire comme démarche. Et en fait, le premier conseil qu'ils nous ont dit, c'est aller voir la police. C'est moi qui suis allée voir la police, mais entre-temps, on a aussi mis au courant les autres membres du comité. Et encore en même temps, parallèlement à ça, on a fait une espèce de carnet des témoignages des gens, parce qu'en fait, une fois qu'on a commencé à ouvrir un peu cette boîte de Pandore, les 2 personnes se sont transformées en 3, 4, 5, 6. Je pense qu'à la fin, on était à une quinzaine de personnes qui avaient des choses à nous raconter par rapport à ce qui s'était passé. Et qui étaient prêtes à les relater et à les rendre publics. Alors, pas toutes étaient prêtes à les relater. Tout le monde était d'accord qu'ils ne voulaient pas que ça se reproduise et il y avait une grande volonté de protéger des personnes. Mais pas tout le monde voulait témoigner, pas tout le monde voulait en parler. Beaucoup de gens voulaient rester anonymes. Et en fait, beaucoup pensaient qu'ils étaient seuls dans leur cas. Et ils ont été très étonnés d'apprendre qu'il y avait autant de gens à qui c'était arrivé. Quand tu dis vouloir protéger, ils voulaient protéger la personne, l'agresseur ? Non, ils voulaient principalement protéger d'autres personnes de l'association de ne pas se faire agresser. Mais pour certains, il y avait aussi une volonté de protéger l'agresseur parce qu'ils étaient dans une relation d'emprise avec cette personne. Ouais, bien sûr. Quand tu as vu le président, quelle était sa réaction ? Parce qu'en fait, toi, tu avais cette information, tu as décidé intimement que tu voulais faire quelque chose, et tu es allé voir le président, c'est un peu ta première action, non ? Ta première démarche concrète. Et comment ce président a réagi quand tu lui as dit ça ? Ce qu'il a fait de très bien, et que d'ailleurs tout le comité a fait tout le temps, c'est qu'il n'a pas remis en question ce qu'on disait. Il n'a jamais douté une seule fois de ce qu'on venait lui apporter. Après, c'était quelque chose auquel il n'avait jamais été confronté, parce qu'en plus, dans cette association, on n'est pas formé pour gérer ce genre de choses, on est tous bénévoles. Et donc,
il est resté un peu démuni par rapport à ça. Et il y a des moments où j'ai dû un peu pousser pour que certaines choses puissent se mettre en place. Donc c'était un peu les deux réactions. Il était très d'accord qu'il fallait pas remettre en question que c'était pas ok, mais il savait pas comment agir par rapport à ce ok. Et souvent ses impulses d'action, c'était un petit peu de nuancer et de faire ok, mais on sait pas trop, on va faire attention. Alors que moi, j'avais souvent des impulses de faire non, mais il faut le virer, il faut prendre des mesures radicales. Donc c'était un peu ça ses réactions. Ouais, donc en fait, il a pas remis en question la parole, mais il a quand même essayé de diluer un peu le truc, non? Je pense qu'il n'a pas essayé, qu'il l'a fait parce qu'il évolue dans le système dans lequel on évolue, puis qu'il n'était pas du tout instruit et déconstruit par rapport à ça. Mais oui, c'était en gros ses réactions. Tu es beaucoup plus gracieuse que moi. Je demande parce que j'ai eu un incident à l'EPFL quand j'étais étudiante et j'avais été voir la commission éthique, la directrice, plein de gens. Et c'est vrai que j'ai eu ce genre de double réaction aussi, ultra accueillant, tu as raison, s'il faut faire des démarches, on va le faire, mais en même temps... C'est comme si on te met vite fait en confiance, en t'écoutant, en te donnant de la place, et après on injecte gentiment de l'eau dans le vin, quoi. Ouais. Et du coup, je m'étais retrouvée dans ce truc quand tu me l'avais raconté. Ben là, pour le préciser peut-être un peu aussi, c'est que cette association, c'est une association dans laquelle lui, comme moi, on évoluait depuis des années, on a beaucoup grandi là-dedans, et que je pense que contrairement à une réaction de patron, lui, ce qu'il avait, c'était qu'il était émotionnellement hyper touché, parce que c'était aussi des gens qu'il connaissait, des gens qu'il avait vu grandir, et qu'en fait, quand on n'est pas préparé à ça, en plus quand on est socialisé comme homme et qu'on n'est pas confronté à ces violences, en fait, on sait juste pas comment agir quand ça arrive. T'es on juste sait pas méga gracieuse. réceptionner. T'es tellement empathique. Parce que je pense que s'il y a des personnes à blâmer, c'est pas la pire personne à blâmer. Non, franchement, bravo. Du coup, Célia, j'aurais aimé, tu as évoqué à un moment tout à l'heure le carnet de témoignages. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur cet objet? Qu'est-ce que c'est exactement? Ouais, c'est un objet qui nous a... Je crois que ça nous avait été conseillé par Espace, où on a essayé de consigner toutes les actions et les étapes de ce qu'on faisait, autant les nôtres que d'aller à la rencontre des gens. Et ça, c'était le gros truc de ce carnet, c'était que principalement, on allait à la rencontre des gens, on les écoutait raconter leurs témoignages et on prenait des notes pour ensuite aller les déposer, notamment à la police. Et ça, c'est un objet qui a une espèce de valeur légale? C'est une bonne question. Je pense que c'est potentiellement, je sais pas du tout où on est l'avancée dans tout ça, mais que ça peut faire office de preuve. En tout cas, nous, ça nous a servi en tant qu'association pour venir déposer un témoignage à la police. C'était la preuve de ce qu'on avait vu et de ce qui s'était passé. En tout cas, ça fait partie des conseils qu'on donne aux victimes de tenir un carnet de bord, d'un journal de bord. Je sais pas si ça a une valeur légale, mais c'est un conseil donné. J'ai trouvé ça sur pas mal de sites. Moi, j'avais commencé ça à un job où j'avais fait un fichier Excel que je partageais pour tous les incidents sexistes qu'on vivait. C'était pas aller très loin, mais en effet, à un moment donné, si tu veux... même sans aller à la police, si tu veux aller vers les patrons, dire quelque chose, et tu as déjà un fichier Excel où tu as 8 personnes différentes qui te compilent les blagues sexistes que tu as subies, c'est clair que ça a du poids, quoi. Oui, puis d'ailleurs, ce carnet nous a aussi servi quand on a présenté le cas aux personnes du comité. On avait tout anonymisé, puis on leur a fait lire, ce qui était vraiment une des pires soirées de ma vie, de faire découvrir aux gens que se passe des trucs horribles. Mais donc, ça nous a aussi servi à ça, notamment. Donc une fois que vous avez rempli ce carnet, qu'est-ce que vous faites de ce carnet? Qu'est-ce qui se passe ensuite? C'est moi qui vais à la police pour le déposer. Seule? Ouais, j'arrive plus à me rappeler dans quelles circonstances ça fait que je suis allée seule, mais je suis allée un lundi matin à 9h au commissariat de police pour déposer tout ça. Tu avais dit aussi, par rapport au fait que tu es allée seule et que tu as fait tout ça, que c'est comme si tu as senti que tous les gens devant toi prenaient pas les responsabilités. Moi, j'ai une image un peu des dominos comme ça qui pètent, et puis tout d'un coup, il y a toi, et t'es seule devant. Ouais. Comment ça s'est passé que ça tombe sur, entre guillemets, ça tombe sur toi? En tout cas, toi, tu décides de le prendre, cette responsabilité. Mais... Ouais, y a un truc qui s'est passé où, en fait, moi, j'ai vécu aussi des violences sexuelles et des violences physiques, et donc, et je suis passée par des processus de syndrome de stress post-traumatique, des thérapies pour aller mieux. J'ai aussi beaucoup lu par rapport à ça, donc j'étais beaucoup plus informée que tout le monde. Et en fait, ce qui fait que la plupart des gens du comité, en tout cas au début, se sont beaucoup reposés sur moi. Et pourtant, j'étais une des personnes les plus jeunes, j'avais 21 ans à l'époque. Ouais. Et tout d'un coup, je me suis un peu retrouvée à devoir tout gérer les trucs parce que j'étais la seule personne qui savait ce qui se passait et qui savait comment faire, qui savait comment nommer les violences qui arrivaient, les étapes légales, parce que j'étais aussi passée par là. Ouais. Et ce qui fait que c'est ça, je me suis un peu retrouvée seule à la police. Et je pense que je te l'avais raconté, mais je peux le raconter. Mais oui. le moment pour moi qui a été super dur, c'est quand je suis sortie du commissariat et que j'étais vraiment seule alors que je venais de passer 2 heures à raconter des violences que mes amis avaient vécues.
Il n'y avait personne autour de moi. Et la première personne qui m'a appelée, c'était ma prof de chant à l'époque, parce que j'avais un cours et je lui avais dit que j'allais arriver en retard parce que je sortais de la police. Elle s'était inquiétée pour moi. Et ça m'avait vraiment détruit intérieurement de me dire la seule personne qui est au courant de ce qui se passe et qui est en train de se soucier de moi, c'est ma prof de chant. Et c'était super chou de sa part, mais ça montrait assez bien l'espèce de solitude que j'ai été d'avoir été la seule personne, enfin la personne sur laquelle les gens se sont un petit peu reposés dans ce comité. Ouais, puis l'absurdité de la réalité en fait. Tu viens de faire un truc ultra prenant, ultra drainant, et celle qui s'inquiète, c'est la prof parce que t'es en retard en fait, puis... Ouais, puis surtout que je pense qu'aujourd'hui, même si j'ai beaucoup d'affection pour toutes les personnes du comité et pour tout ce qu'on a fait, j'ai parfois un peu de colère aussi parce que j'étais vraiment nettement plus jeune que la plupart des gens. Il y en avait beaucoup qui étaient au-delà de la trentaine. Moi, j'avais 21 ans et je suis pas sûre que j'aurais dû gérer autant que ce que j'ai fait à l'âge que j'avais. Ouais. Est-ce que tu t'étais donné un titre ? Enfin, tu étais qui pour toi ? Vu que tu ne fais pas partie des victimes à proprement parler, même si tu as eu cette très désagréable expérience où ils te demandent de raconter ta vie sexuelle. Mais sinon, ce qui te fait prendre finalement ce carnet et prendre les choses en main, c'est le fait que d'une part, comme tu disais, tu as de l'expérience, t'as de l'expérience dans les violences sexuelles et sexistes, c'est terrible à dire, mais c'est ce que j'ai compris. Et d'autre part, tu as cette place dans le comité qui te donne envie de défendre. Mais en fait, finalement, est-ce qu'à ce moment-là, tu te donnes un titre, tu es qui dans toute cette affaire ? Ben c'est marrant parce que vous avez mis le mot témoin très vite et je me suis dit peut-être que ça m'aurait aidé à l'époque de dire que j'étais un témoin. Je pense que moi le rôle que je me suis donné c'est un peu soutien, qui était un rôle très compliqué parce qu'autant j'étais un soutien au comité, des démarches qu'on faisait, mais j'essayais en tout cas d'être un gros soutien pour les personnes que je connaissais qui étaient en train de faire face à du stress post-traumatique parce que la plupart n'avaient pas conscientisé ce qui s'était passé puis commençaient à le conscientiser. Je me vois un peu comme, sans faire une crise d'ego, mais j'allais dire la personne qui tient le ciel. Mais enfin, je tenais un gros fardeau. Puis c'était un peu ça. Une soutenante finalement, un soutien aux victimes et une sorte de porte-parole finalement. Est-ce que c'est juste si j'emploie ces mots-là ? Ouais, ça me paraît bien, c'est très littéral. J'ai apporté la parole des gens à la police, notamment. C'est ça. Comment t'as été reçue par les policiers ? Comment ils ont reçu ton carnet de témoignages ? Comment ils t'écoutent ? Quel crédit ils apportent à ta parole ? Pour le coup, très bien. C'était une enquêtrice, c'est con, mais moi, en tout cas, ça m'a mis plus en confiance. Il se trouve qu'elle était déjà un petit peu au courant parce qu'il y avait une autre association qui l'avait plus ou moins contactée en même temps. Et donc, c'était déjà elle qui était sur le dossier depuis un petit moment. Je ne suis pas fan de la police et pour plein de raisons. Mais le moment où je suis allée déposer le carnet n'a pas été mauvais. Tout a été très bien reçu, très pris au sérieux. Aussi, ce qu'elle a fait, c'est me donner beaucoup d'informations. Parce qu'il y avait toujours cette question de zone rouge, zone grise, qu'est-ce qui est illégal ou qu'est-ce qui l'est pas. Et elle m'a vraiment donné plein d'informations sur les endroits où il y avait prescription, les endroits où il n'y avait pas, là où c'était complètement l'illégalité. Puis en vrai, c'était des bonnes informations à savoir. Est-ce qu'elle t'a dit si ce carnet était recevable en termes de preuves ? Peut-être qu'elle me l'a dit, j'avouerai que ça fait 4 ans, alors j'ai un peu oublié. Ce à quoi le carnet a servi notamment, c'était à la mettre en lien avec les personnes qui pouvaient témoigner et porter plainte. Et en fait, d'avoir fait ce travail de recensement, je crois que c'était quand même pas mal utile. Mais enfin, c'était surtout ça. Je reviens sur la question d'être témoin ou soutenante ou porte-parole. C'est clair que être témoin, c'est une chose. Ensuite, décider d'être en soutien, c'est une deuxième étape. Mais après, quand tu y vas récolter ces informations dans un carnet et toute seule, tu vas à la police, c'est clair que tu es au-delà du soutien. Et c'est clair que tu as décidé d'essayer de ramener la justice, en fait. Tu m'arrêtes si ça correspond pas à ce que tu ressens, mais c'est comme si rendre justice, c'est soutenir. Est-ce qu'il y avait quelque chose comme ça ? Je pense pas nécessairement, puis je pense que rétrospectivement, aujourd'hui, je le vois même autrement. Pour moi, ce pourquoi je suis allée à la police, c'était premièrement pour qu'on puisse être protégé en tant qu'association, légalement, parce que si ça sortait, on allait être accusé d'avoir protégé les violences au sein de notre assoce. C'était une des raisons. Et la deuxième raison, qui était ma raison plus personnelle, c'était que, en fait, j'espérais un peu naïvement que ça allait mettre fin, qu'il allait se passer des choses, puis que cette personne n'allait plus pouvoir être en contact avec des mineurs notamment. Et j'espérais qu'il y aurait du coup une espèce de force extérieure qui viendrait empêcher tout ça. Mais dans les faits, ça s'est pas du tout produit parce que ça fait 4 ans que je suis allée puis que cette personne est toujours dans la société puis je le sais, a déjà agressé d'autres personnes depuis. Et en fait, un autre truc que je voulais mentionner par rapport à la police que j'ai trouvé très compliqué et qui pour moi me fait dire que c'est pas le seul moyen. Pour moi, on aurait pu aller dans des associations militantes ou contacter des podcasts comme ce que je suis en train de faire maintenant pour essayer de faire exister le truc dans l'espace public. C'est que la police nous a demandé de ne pas parler
jusqu'à ce qu'il y ait un procès. Et en fait, même là où peut-être qu'il y a eu un procès, on n'a pas été mis au courant, puis du coup, on n'en a toujours pas parlé. Puis du coup, ça n'existe toujours pas dans l'association, ce qui s'est passé. Et en fait, on parlait des phrases qui sont souvent dites, mais la loi du silence, ça bénéficie surtout à l'agresseur et ça bénéficie pas du tout aux victimes notamment. Donc ça, tu dis que c'était il y a 4 ans. Depuis, tu n'as absolument aucune nouvelle de la suite du traitement de cette affaire, c'est ça ? J'ai eu quelques nouvelles. Après, moi, j'ai essayé de beaucoup me dissocier de tout ça parce que ça m'a vraiment fatiguée et pris beaucoup d'énergie psychologique. J'ai eu quand même quelques petites nouvelles quand j'allais demander. Mais par exemple, je sais que ça n'existe toujours pas dans l'espace public, que tout ce que j'ai appris sur ce qui se passait en termes de procès, c'était déprimant. C'était vraiment dérisoire, les actions qui étaient en train d'être faites par rapport à l'ampleur et la gravité des faits qu'on avait amené. Pour des raisons légales et de traitement de dossier et tout ça, la police te demande de plus en parler parce que ça peut nuire à la procédure, c'est ça ? Mais du coup, ça fait une loi du silence qui s'installe. C'est que tout d'un coup, il faut pas mettre la puce à l'oreille à ce mec qu'il y a un procès qui va être lancé. Et la vie continue comme si rien n'était, mais c'est même pire qu'avant parce que c'est la loi du silence. On nous a jamais dit que légalement, on devait pas parler. Il y avait toujours le risque de diffamation. Mais on nous a plutôt dit « Ah oui, parlez-en lui pas trop parce qu'il pourrait effacer des preuves. » Et du coup, nous, on a été un peu soumis à ce truc-là sans avoir de vraies lois qui nous disaient « Non, parlez pas ». Okay, donc c'était un peu, je trouvais ça un peu twisted. Après nous, en tant que comité, et je pense que c'était juste après que je sois allée à la police, on a décidé que on allait aller parler avec cette personne et lui demander très fortement de ne plus venir aux événements qu'on créait dans notre association. Ouh, il a réagi comment ? Et c'est moi d'ailleurs et le président qui sommes allés lui annoncer ça. C'était un grand moment. Ah ouais. C'est drôle parce qu'à ce moment-là, je lisais pas mal de textes sur les pervers narcissiques, les mécanismes d'emprise et tout ça. Donc j'étais pas mal au fait de ce qui pouvait se passer. Donc je me rappelle, on s'est vu avec le président juste avant de le voir et je l'ai un peu briefé en disant il va y avoir tel type de réaction, probablement qu'il va se victimiser, qu'il va montrer qu'il va pas bien et tout ça. Et puis c'est ça qui s'est passé. Ça va être ton carton de loto en fait. Il va faire la victime. les cases à cocher, tu dis ? Exactement. Et tu dis carton. J'avais mon bingo, ouais. Donc il a fait la victime, c'est lui qui va mal, c'est quoi d'autre ? Ouais, c'était principalement ça, de montrer qu'il était dans une forme de mise en danger de sa santé, ou peu importe, des choses comme ça. Ouais. Puis surtout que nous, on n'a pas pu lui reprocher grand-chose. On est arrivé en disant « On a entendu dire que, alors en fait, on voudrait te demander que... » Donc ouais, c'était un peu ça. Et puis il a continué, il n'a pas arrêté, bien évidemment. Non, il a arrêté de venir. Par contre, pour le coup, ça a été efficace. Il est plus venu. Puis on avait de toute façon, ça pour le coup, avec le comité, on avait prévu. On s'était dit, si on sait qu'il va venir à des événements, on va toujours être 2 ou 3 au moins là pour essayer de checker qu'il ne se passe rien. C'est vraiment pas grand-chose, mais on peut au moins essayer de faire ça. Ouais. Ah ouais. Ah, c'est vraiment des pansements sur des amputations, comme on dit. Je sais pas si on dit Absolument. ça. Que tu essaies de pas croire que ça existe. Et moi, j'adore inventer des adages populaires. Mais c'était pas mal. Je les rends populaires. Ouais, c'était oui, pas mal. C'est courageux, surtout que c'est vraiment dérisoire en fait comme mesure, et en même temps, c'est le seul moyen d'action que vous avez à ce moment-là, quoi. Et je voulais aussi préciser, parce que je parle beaucoup de comment c'est moi qui ai fait tout seul plein de trucs, et ça, c'est ce qu'on a fait dans l'immédiat, quand on a dû réagir par rapport à ce qu'on savait. Mais aujourd'hui, l'association a mis vraiment tout en place, plein de mesures pour prévenir ou gérer s'il y a des cas d'agression, qu'elles soient psychologiques, sexuelles, physiques. Et c'est vraiment hyper positif. Il y a eu un énorme changement, il y a eu beaucoup de formations qui ont été faites, et donc ça a permis au moins de générer ça. C'est chiant parce que ça l'a permis trop tard. Ouais. Il y a quand même des choses qui sont mises en place. Donc super. Pour faire un peu la boucle avec l'introduction, parce que je trouve très intéressante ta démarche aujourd'hui de venir chez les poissons pour t'exprimer. Toi, tu as envie en fait que ce soit entendu, que ça a existé, que c'est vrai et que... Parle-nous un peu de ça, moi ça m'intéresse beaucoup de savoir ce que ça représente pour toi en fait de t'exprimer. Oui, en fait moi j'ai vraiment envie que ça existe dans l'espace public parce qu'il y a plein de gens qui sont pas au courant encore aujourd'hui, ce que je ne comprends pas, surtout dans l'association, il y a encore des gens qui savent pas et qui apprennent et qui du coup ne sont pas en garde quand ils sont en contact avec cette personne. Il y a encore des gens qui travaillent avec cette personne, mais je crois qu'il y a même des cas où il est encore en contact avec parfois des mineurs, mais je suis pas tout à fait sûre de ça. Et en fait aussi parce que je sais que de faire exister ça dans l'espace public, ça a un impact, parce que je sais qu'aujourd'hui ça commence un peu à s'asseoir et il y a des gens dans certains milieux artistiques qui refusent de travailler avec lui parce que c'est mauvais pour leur réputation que d'être vu en contact avec cette personne. L'idée de pouvoir faire exister ça, en fait, ça permettrait d'avoir tellement d'impact, de juste faire que les gens soient protégés.
es d'accord, Célia, je voudrais que tu me racontes en quoi le fait que toi-même tu aies subi des agressions dans ta vie, ça a réveillé ton envie de t'investir dans cette affaire-là. Enfin, que tu nous racontes un peu aussi cette partie du vécu, si c'est pas trop dur pour toi. Non, je crois que ça devrait aller. Au pire, je dirais. Là où ça m'a d'abord beaucoup influencé, c'est qu'en fait, j'ai nommé des violences que les gens n'avaient pas nommées. Et j'ai dit à des gens, c'est pas normal ce qui t'est arrivé. Ouais. Et j'ai vu aussi des comportements que je connaissais, par exemple la banalisation que j'ai vu chez beaucoup de personnes qui avaient été victimes, de faire « Ah mais non, c'était pas si grave, ça va, il comprend pas trop, c'est pas sa faute, ça va, je suis bien. Ouais. » Beaucoup de gens faisaient ça. Donc ça, c'est là où ça m'a servi en premier lieu. Après, pour expliquer aussi au comité, ça m'a un peu desservi parce que c'est parfois des choses qui pouvaient m'être un peu reprochées du fait que j'étais biaisée parce que j'avais vécu ça et que du coup, j'allais un peu dans les extrêmes, par exemple. C'est quand j'étais pas d'accord. Raconte-nous dans quel extrême es-tu allée? Bah là, dans le cadre du comité, là, moi, où je poussais beaucoup, c'était de se responsabiliser et en fait que c'était à nous d'agir, qu'il n'y avait pas d'autres gens qui allaient le faire, puis qu'on avait ce rôle-là. Et c'était un truc qui terrifiait les gens, qui arrêtaient pas de me dire « mais c'est pas notre rôle, on n'est pas là pour ça ». Et moi, j'assénais tout le temps que oui, c'était notre rôle, on était là et qu'on devait faire ça. Ce qu'il disait aussi, c'est que tu étais biaisée par le fait que toi-même, tu avais vécu des agressions sexuelles et que du coup, tu n'étais pas capable d'avoir une vision claire de ce qu'il fallait faire maintenant, c'est ça? Oui, après, je suis pas sûre qu'on me l'ait explicitement comme ça reproché. Je pense que peut-être que là, je parle un petit peu plus d'un point de vue subjectif. Je le sentais. Après, moi, j'étais aussi peut-être un peu plus à fleur de peau. Et c'est normal quand on parlait de ce genre de choses parce que c'est... Ok. Ouais. Comme tu le dis, souvent, quand on est victime d'une agression, on n'a pas tout de suite conscience ou pas forcément conscience du fait que c'est une agression parce que c'est tellement normalisé dans la société. Donc, le fait que toi, tu puisses le voir et aider à la personne à le voir, ça a une importance. Je voulais d'abord parler de la question du biais, en fait. Qu'on puisse considérer que le fait que toi, tu as vécu ça est un biais. Et je voulais faire un parallèle avec le travail d'une journaliste militante antiraciste qui s'appelle Siam Asbagh. Elle parle de la neutralité journalistique et je trouve qu'elle s'applique, son travail s'applique parfaitement à ce qu'on est en train de discuter. Elle dit qu'elle n'existe pas, mais qu'elle est souvent utilisée comme une arme pour marginaliser les journalistes minorisés. Genre, on va douter d'un journaliste arabe qui écrit sur la colonisation, mais pas d'un journaliste blanc qui écrit sur le même sujet. Comme si le blanc était la neutralité finalement, et que l'arabe était biaisé et que le blanc n'était pas biaisé, alors même que sa posture de blanc le biaise. Et je trouve que c'est pertinent dans le cas qui nous occupe aujourd'hui, c'est-à-dire que pourquoi la personne qui n'a jamais vécu d'agression sexuelle serait moins biaisée que la personne qui l'a vécu, alors même qu'une des deux est informée. Finalement, multiplier les gens qui ont des expériences, c'est transformer les vécus en information finalement. Parler de non-objectivité dans ce cas-là, c'est absurde. Il y a une importance dans le fait que les minorités soient représentées et puissent prendre la parole. Et dans ton cas, je trouve que ça fait énormément de sens. Le fait que tu l'aies vécu, tu as pu identifier un certain nombre de choses, tu as pu être active en fait et comprendre des choses qui étaient incompréhensibles par des personnes qui ne l'auraient pas vécu. Je trouve que c'est extrêmement important de parler là de la notion de biais et de qui dit ce qui est biaisé ou non, et de cette notion de fable de la neutralité qui est un vaste mensonge destiné à asseoir le pouvoir narratif de certains, quoi. Il faut revendiquer le biais. Voilà. Ah. Je suis hyper d'accord. D'ailleurs, j'ai une petite feuille de notes et j'ai écrit « Oui, en majuscule, j'ai des biais. » Donc, je revendique bien le biais. Mais c'est intéressant, moi, j'ai pas lu l'autrice que tu mentionnes, mais j'ai lu Alice Coffin dans Le génie lesbien, puis elle en parle aussi. Oui, et en fait, moi, je suis totalement d'accord que, en fait, je ne nie pas du tout que j'avais des biais. Complètement, parce que je l'avais vécu. Mais en fait, c'est de un, parce que j'ai vécu ces biais que j'ai pu remarquer ce qui se passait et le nommer, et de deux, parce que j'avais vécu ça, que c'est tout con, mais du coup, j'avais des noms d'associations vers qui aller. Je connaissais les démarches judiciaires à faire. Et en fait, ça, quelqu'un qui l'a pas vécu et qui a un autre biais qu'on appelle la pseudo-neutralité, bah, il l'avait pas, ce genre de choses. Puis moi, j'avais toutes ces connaissances-là. À partir de ces biais-là, j'ai lu beaucoup de livres. J'ai essayé vraiment de m'instruire par rapport à ça pour essayer de comprendre les choses. Donc, en fait, moi, je trouve que mes biais, ils m'ont plutôt servi à quelque chose dans cette histoire-là, puis c'est là où c'est un peu absurde de les reprocher. C'est là que c'est trop beau la phrase « revendiquer le biais », en fait, parce que... C'est une phrase d'Alice Coffin. Ouais, parce que les biais sont, soi-disant, ça a une connotation évidemment négative. À quel moment, neutralité, c'est juste rien connaître, rien comprendre et se mettre à l'écart, dans ce cas-là, en fait. Un autre truc que je peux ajouter, c'est que oui, ça m'a servi, mais là où ça m'a desservi, mais uniquement moi, c'est que du coup, c'était 100 fois plus violent. Ouais, bah oui. En tout cas, c'était extrêmement violent d'écouter les violences parce que ça réactivait beaucoup de choses que j'avais vécues et je pense que ça m'a énormément impacté psychologiquement et c'est qu'aujourd'hui que je conscientise à quel point j'allais pas bien à cette période-là parce que en fait,
oui, je connaissais les choses, mais en fait, c'était tellement dur à recevoir. Ouais, ça c'était peut-être un peu le deuxième sujet sur la souffrance de la réactivation du souvenir finalement. Ouais, exactement. Peut-être juste si je reviens sur la question du biais. Ton exemple, Agatha, c'est vraiment cet agenda politique de faire taire les personnes qui ont vécu des oppressions. Et après, à un niveau intime et de la vie de tous les jours, moi j'ai l'impression qu'il y a des mécanismes, il y a des mécanismes psychologiques que ça fait vraiment du mal et ça fait chier d'entendre qu'il y a des gens qui font des choses pareilles. Et c'est trop dur d'avouer qu'on vit dans une société qui ne protège pas du tout tous ses membres et qui laisse faire en fait ces gens-là. Et plutôt qu'accepter cette réalité, ce qui peut être une démarche très complexe, on va plutôt dire que c'est la personne qui parle qui est biaisée, et ça c'est juste une méthode et un mécanisme pour adoucir en fait la réalité. Parce que si on va dire que Célia elle est biaisée, alors la réalité elle est moins dure à vivre. Donc ça c'est, je trouve, un mécanisme de protection qui finit par être très nocif en fait, qui protège du coup la société. Et personnellement je souffre quand même dans la vie de tous les jours de cette espèce de pathologisation du féminisme. Dans les réseaux sociaux on me le dit, puis je le sens entre les lignes, des fois les gens, quand je parle de féminisme, où on me dit mais en fait t'as vécu quoi quand t'étais petite pour que tu détestes les hommes en fait, enfin tu vois un peu ce genre de et je trouve ça assez nocif parce que je trouve que c'est la variante 2024 de t'es hystérique. C'est la variante 2024 de tu vois pas clairement parce que t'as subi une agression, parce que je sais pas ce que ton père t'a fait ou ton frère t'a fait, que ce que tu dis n'a pas de sens. C'est vraiment le tu es hystérique 2024 je trouve. Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est comme si le féminisme était un symptôme restant d'une maladie, un Covid long, quoi. Ouais, c'est ça. J'allais dire, pour revenir à ce qui s'est passé au comité, ce qui est un peu, je sais pas si intéressant, c'est un beau mot, mais contradictoire, c'était que du coup, il y avait un peu ce double mouvement où c'est moi qui portais beaucoup de choses, mais en même temps, je sentais un peu le reproche de mes biais. Je porte les choses parce que je les connais, mais en même temps, parce que je les connais, du coup, c'est moins bien parce que je suis biaisée. C'est chiant, hein. Je sais pas si vous voyez le paradoxe. Oui, c'est genre, ça nous arrange, parce que comme ça, on se lave les mains, et c'est Célia qui s'en occupe. En même temps, elle s'en occupe n'importe comment parce qu'elle a des biais, quoi. Ouais. Et puis, t'as déjà commencé à en parler. Veux-tu parler de ce fait que te reconfronter à ces sujets te réactive ? Est-ce que tu veux dire deux mots là-dessus ? Bon, oui, moi ça m'a réactivé beaucoup parce qu'en fait, et ça s'est beaucoup mêlé à un processus de guérison qui n'était pas tout à fait terminé chez moi. Genre, je me rappelle à des moments où on allait à Espace avec le comité, je sortais et j'allais à ma propre séance de psy juste après. Donc c'était, je pense, pas la manière la plus saine de mêler tout ça. Et j'ai appris cette année en fait que ce qu'on appelle un peu à tort et à travers le syndrome vicariant, c'est aussi ça, c'est le fait que des personnes qui soutiennent des gens qui ont vécu un traumatisme et qui donc sont confrontés à leur récit peuvent expérimenter des symptômes de stress post-traumatique. Et en fait, moi j'ai clairement senti ça à écouter pendant des soirées des gens qui étaient proches de moi me raconter des violences qu'ils avaient vécues, commises par une personne que je connaissais aussi, dans un contexte que je considérais comme un contexte safe. C'est clairement expérimenter une forme de traumatisme aussi. C'est bien sûr pas du tout le même traumatisme et les mêmes enjeux que les personnes qui ont été victimes. Mais moi, j'aime bien dire, et de manière pas négative, que je suis un peu une victime collatérale dans cette histoire. Parce que j'ai aussi subi une forme de violence par rapport à ça. Oui, puis normalement, les personnes qui recueillent les témoignages sont des personnes qui sont formées, qui ont les outils pour ne pas les porter sur eux, etc. Et toi, tu étais là de façon bénévole et avec l'envie de participer à l'amélioration de la situation. Donc, bien sûr qu'on peut atténuer en disant tu n'as pas vécu ce qu'ils ont vécu, mais ton engagement là-dedans et ton empathie a fait que tu as dû en souffrir terriblement. Ah oui, ça m'a complètement impactée. J'allais à l'université à ce moment-là. Bon, c'était pas non plus les études qui me passionnaient le plus, mais au bout d'un moment, j'étais plus capable d'aller en cours parce que je faisais des crises de panique tout le temps. Parce qu'en fait, de devoir faire une balance entre ces événements-là et une pseudo-vie sociale ou intellectuelle, c'était impossible. J'étais pas capable de mettre des frontières. Moi, j'admire vraiment les psys, par exemple. Parce que t'entends toutes sortes de récits, toutes sortes de réalités, et je me dis, mais ouais. Ces personnes-là, même, elles sont accompagnées. Des fois, elles n'arrivent pas à gérer, même en étant formées. Donc, ouais, exactement. Je pense que t'es aussi une victime de cette situation, malheureusement. Même en ayant voulu faire au mieux, tu t'es pas rendu compte, finalement, peut-être de ce dans quoi tu mettais les mains. Ah ouais, complètement. Je pensais pas que ça aurait une ampleur, un impact aussi gros. Est-ce qu'il y a eu un côté empouvoirant quand même ? Tu as subi des agressions quand tu étais encore plus jeune ?
jeune. C'est pas le but d'en parler aujourd'hui, mais je sais que tu as entrepris des démarches judiciaires qui ont abouti à pas grand-chose. Est-ce qu'il y avait un côté un peu empouvoirant de là, une autre fois, essayer de faire des démarches dans l'espoir qu'elles amènent à quelque chose? Est-ce qu'il y avait un côté où tu te sentais active et ça faisait un peu du bien, ou finalement c'était l'espoir et c'était pas ça? Je pense que quand je l'ai fait, mais que j'en avais pas conscience, il y avait probablement un truc un peu refoulé, de vouloir essayer de, je sais pas, aussi pouvoir faire bouger plus que ce que ça avait bougé. Je pense pas que je l'ai ressenti comme de l'empouvoirment. Ok. Je pense que là où il y a eu vraiment quelque chose de positif et que j'ai mentionné, c'est vraiment dans le fait qu'après, il y a des structures qui ont été mises en place grâce à ça, grâce au fait d'avoir fait bouger les choses. Et aussi qu'en fait, j'ai vu d'autres impacts très positifs parce qu'il y a eu un espèce d'effet boule de neige chez les personnes qui ont été victimes, qui ont commencé à conscientiser, à se relier, à se reconnaître. Et il y a plein de choses aussi positives qui se sont passées de ce côté-là. Et ça, je sais pas si c'est la bonne définition de l'empouvoirment, mais en tout cas, c'est positif. Ouais, c'est positif, d'accord. En tout cas, une envie qu'une fois la justice se fasse, quoi. Une forme de justice. Ou la protection, ouais. Oui, parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on va à la justice, on fait confiance à l'organisation sociale et politique dominante, donc à des gens qui sont ceux qui génèrent les agressions, qui ont mis en place des lois pour les protéger. Donc c'est clairement pas là où on va trouver de la réparation, en tout cas du côté individuel. Oui. Et c'est sûr qu'il faut passer par d'autres choses. Moi, c'est par des thérapies que j'ai commencé à aller mieux, pas en allant à la justice. Par rapport à ça, on avait fait un épisode il y a une année avec Juliette comme invitée, où on avait fait un aparté avec une avocate, avec Maître Laurence Veilla. Elle expliquait de manière ultra intéressante qu'en fait, quand tu vas porter plainte au pénal, le but de la procédure n'est pas du tout de soigner la victime. Ce qui semble évident quand on le dit comme ça, mais en fait, quand on part en tant que victime, des fois, à porter plainte, c'est ce qu'on cherche finalement. C'est une justice, un soin, voilà. Mais en fait, le but de la procédure pénale est de clarifier la situation, est-ce que le prévenu est coupable ou pas. Et pour faire ça, ça passe pas du tout par des démarches de soins pour la victime. Et je dis ça en résumé très rapide. Je suggère à notre audience d'écouter l'épisode Qui arrêtera les violeurs, parce que, en 2 parties, parce qu'il est méga important. Et ça me rappelle un processus judiciaire qu'il y a eu à New York. Je crois que ça concernait Epstein, mais je suis pas sûre que c'était lui. Mais en tout cas, c'était un cas de violence sexuelle où le prévenu, soit il s'est suicidé, soit il est mort, simplement avant même que le processus ait lieu. Et la juge a fait le choix, que malgré que le prévenu était décédé, de faire défiler toutes les victimes et juste de les écouter. Et ça a été un moment historique méga beau, et ça a fait un bien incroyable, parce que tous ces gens qui attendaient en fait de leur journée où elles sont écoutées, cette journée-là a été volée parce que ce prévenu s'est suicidé, et la juge leur a donné quand même, et ça j'ai trouvé ça assez magnifique comme truc. Célia, tu disais que tout d'un coup, tu te trouvais face à des gens qui souffrent de stress post-traumatique parce que des événements qu'elles avaient pu normaliser ou banaliser avant, toi, tu viens leur dire qu'en fait, ce que tu as vécu est une agression, ou ce que tu as vécu n'est pas légal, ou ce que tu as vécu n'est pas OK. Et ça engendre toutes sortes de choses, en fait, en elles. Comment tu as vécu ça ? C'est que je me suis trouvée dans de telles situations moi-même, où je sentais vraiment le poids de la responsabilité de faire ça. Et que j'étais là, est-ce que je suis la bonne personne pour faire ça ? Pour dire à quelqu'un qu'en fait ce que tu as vécu est illégal, est une agression. Moi, par rapport à me demander si t'es la bonne personne, j'avoue que je me suis jamais posé la question, parce que juste comme j'identifiais les violences, j'étais en fait, c'est ça qui est arrivé. Donc ça, je l'ai pas vécu, ou dans le sens où c'était un peu action-réaction, c'était évident, on me racontait ça, j'expliquais. Je pense qu'après coup, maintenant, en sachant, en ayant lu un peu plus de choses, je crois que je ferais un petit peu plus attention, notamment parce que je sais que si des personnes se sont construites sur un déni d'un traumatisme pendant, 10-20 ans, ça peut être très dangereux de leur faire conscientiser que c'est arrivé, parce qu'elles se sont vraiment construites sur ça, alors elles sont constituées. Mais donc sur le moment, je l'ai un peu fait, aussi parce que moi, quand je l'ai fait, ça m'a permis d'enclencher un processus de guérison. Donc toi, tu voyais ça comme positif, en fait, parce que quand toi, tu l'as fait, pour toi, ça a été positif. Ouais, je sais pas si c'est positif, mais en tout cas, aller vers quelque part pour aller vers le mieux. Oui. On peut peut-être dire que c'est positif, effectivement. Après, là où ça m'a impacté, c'est que pendant longtemps, j'ai un peu porté une culpabilité, parce que au final, ça fait ressortir tous les symptômes de stress post-traumatique quand tu dis ça. Puis j'ai vu vraiment des gens, du coup, aller de plus en plus mal à partir de ça. Et aussi cette espèce de responsabilité parce que je pensais que c'était un peu ma faute, même si c'est pas le cas, de devoir essayer de les accompagner. Donc c'était un peu tout ça qui s'est passé quand j'ai dit ce genre de choses aux gens. Est-ce qu'il y avait des personnes qui n'étaient pas conscientes que c'était pas OK ce qu'elles avaient vécu ?
Ah oui, quasiment tout le monde. C'est parce qu'elles ont entendu une première personne dire moi j'ai vécu ça, je me sens mal avec ça, qu'elles se sont dit mince, moi aussi je l'ai vécu, en fait c'est pas ok. Absolument. Et donc au milieu de ces personnes-là, il y avait aussi des personnes mineures qui pensaient que c'était normal d'avoir subi ça. Je pense que la plupart étaient devenues majeures, mais étaient mineures quand ça leur est arrivé, et oui. Parce qu'en fait, la personne était très forte pour manipuler aussi, et notamment utiliser l'argument de « je viens pas d'ici, alors je connais pas les coutumes », alors que le pays d'où il venait était un pays en Occident, hein, c'était pas radicalement différent non plus. Et pour faire une forme de manipulation dans le fait que... c'était plutôt dû à une incompréhension des coutumes que de la vraie violence. Ouais, ça c'est classique de mettre ça sur le dos de soit de l'âge, soit comme quand Harvey Weinstein avec le mouvement MeToo et il est tombé de son trône, il disait mais je suis d'une autre génération, je suis un dinosaure. Et t'es là quoi? Puis c'est la même chose avec la culture quoi, c'est culturel, comme la fameuse séduction à la française ou enfin tous ces mots là qu'on balance. Ouais. C'est à la française, donc je me permets de toucher les fesses parce qu'en France, on est beaucoup plus sulfureux et sulfureuse. Ouais. Enfin, surtout sulfureux. Chaque pays a son truc, sa version. Mais moi, je voulais te poser cette question parce que je la trouve très délicate, personnellement. C'est que si c'est pas fait sous de bonnes conditions, ça peut retraumatiser, ça peut faire revivre des choses qui sont juste pas bénéfiques en fait. Et le but, c'est pas de refaire du mal aux gens. Et c'est clair que j'ai été dans des situations où tout d'un coup j'ai réalisé que j'étais dans une discussion où j'étais en train de dire à la personne que ce qu'elle vivait n'était pas ok. Et j'ai dû rétropédaler ou ressortir 40 pincettes. Tu te demandes si t'es légitime, si t'es la bonne personne pour faire ça. Il y a un côté où t'as envie d'aider la personne. Parce que t'es là genre, putain, il faut comprendre que ça s'arrête. Même si ça s'est arrêté, t'as peur que ça se reproduise dans la vie de cette personne parce qu'elle l'a pas conscientisé que c'est pas ok. Ouais. En même temps, tu te demandes si t'es la bonne personne, si tu auras la capacité de faire ça bien, si tu veux être cette personne-là dans la vie de cette personne. Je trouve ça assez délicat quand même. Ouais, peut-être je peux commenter ça en partant un petit peu sur une mini... anecdote, on va dire, personnelle, où en fait, moi, les violences que j'ai vécues, c'est parce que des amis à moi m'ont dit que c'était des violences que j'ai conscientisé ce qui m'était arrivé. Ouais. Et c'est comme ça que j'ai pu aller mieux. Et peut-être que du coup, j'ai un peu transposé que c'était ça qui se passait avec les gens, que ça a enclenché ça. Mais je suis d'accord qu'il y a des pincettes à prendre et j'ai l'impression qu'après, c'est toujours un peu ce à quoi on revient, mais ça dépend toujours tellement de la personne, du contexte de vie de la personne, de comment elle en est par rapport à ça. Puis j'ai remarqué que, notamment, j'avais pas mal d'amis qui, des fois, venaient vers moi pour m'en parler parce que, des fois, et elles me l'ont dit, elles savaient que j'allais leur dire, en fait, que c'était pas OK. Et que, du coup, à partir de là, ils allaient pouvoir se passer quelque chose. C'est ce qu'elles voulaient entendre. Ouais, un petit peu. Peut-être si certaines personnes auditrices ou auditeurs qui écoutent se posent des questions sur faut-il ou pas intervenir. J'ai écouté un podcast dont maintenant la référence m'échappe, qui disait justement comment bien soutenir une personne qui a été victime d'agression avec un certain nombre de gestes à éviter et de gestes à pas éviter. et je pense que c'est intéressant de se renseigner en fait quand on sait pas quoi faire, si on est dans cette posture-là et qu'on veut pouvoir aider. Une des choses dont je me souviens dans ce podcast, c'était le fait d'être plutôt dans la question que dans l'assertivité. De dire et est-ce que tu penses que si moi j'avais vécu ça, tu trouverais ça ok, d'être plus dans l'écoute active en fait, et de permettre à la personne de prononcer finalement les choses et pour les mettre ensemble plutôt que de dire c'est pas ok ce que tu vis, ça c'est un viol et ça c'est une agression. Parce qu'il y a toujours cette question, je trouve, qui vient se mettre à l'opposé de ça, enfin qui est pas à l'opposé mais qui vient se combiner, c'est la question de la non-assistance à personne en danger. On parle souvent de laisser la justice faire son travail, etc. Mais on parle pas de l'autre côté qui est de je sais qu'une personne est en danger, qu'elle subit des agressions. On me dit de prendre des pincettes parce que je peux lui faire mal. Et en même temps, est-ce que fermer les yeux, c'est ok ? Enfin, voilà, il y a vraiment toutes ces choses qui se combinent. D'ailleurs, là-dessus, je me dis fondamentalement, à la fin, j'ai plus la rage envers les gens qui ont banalisé et normalisé des choses qui n'auraient pas dû l'être que contre les gens qui m'ont dit ça, c'est pas ok. Ouais. Et fondamentalement, tous les mouvements de libération de la parole ont été peut-être douloureux, mais méga importants. Et MeToo, par exemple, je penserais toujours vraiment les premières semaines de MeToo, où toutes les stars commençaient à parler, tout ça. Je me rappelle de Nathalie Portman qui a dit moi, j'ai entendu tout ça, puis j'ai dit à tout le monde « Ah non, mais moi, j'ai jamais rien vécu à Hollywood. » Et après, genre 2 jours plus tard, j'étais en mode « J'ai vécu 25 choses à Hollywood. » Parce que tout d'un coup, ça met une nouvelle lumière, un nouveau filtre, des nouvelles lunettes, et tu réalises tout. Et fondamentalement, c'est une bonne chose. Donc c'est vrai que moi, je prenais un peu des pincettes parce que j'ai pas envie de faire du mal aux gens et j'ai peut-être trop conscience du fait que ça peut être douloureux. Et notamment, je reviens toujours à cet épisode qu'on a fait de Qui arrêtera les violeurs, où Juliette raconte qu'elle est passée du jour au lendemain chez sa psy d'une personne dont la vie allait bien à une victime de viol et c'était monstre violent. Et je comprends que c'était monstre violent. Donc je pense que j'ai été marquée par ce genre de récit, mais fondamentalement, évidemment que c'est une bonne chose qu'on dénormalise
des violences. Ouais. Non, mais la question que tu poses, elle est juste au sens où c'est normal de dénormaliser. Enfin, c'est bien de dénormaliser. Par contre, apprenons à le faire pour ne pas retraumatiser une victime qui l'est déjà parce qu'elle a vécu. Du coup, les deux choses sont vraies, en fait. Ouais, évidemment. Ne pas fermer les yeux sur les situations qui sont problématiques ou pénalement répréhensibles. Enfin, quel que soit le niveau de l'agression et de violence, il ne faut pas fermer les yeux dessus. Et puis après, on peut s'accompagner toujours de méthodes pour le faire de la bonne manière. Et puis de se faire aider dans ces processus-là, je pense que c'est important. Oui, je vais juste peut-être préciser, mais tout ce que vous dites, je suis tellement d'accord et que j'ai l'impression que de toute façon, il n'y a jamais de bonne manière d'annoncer ce genre de choses à quelqu'un et qu'il y a plutôt des manières bienveillantes et accompagnatrices et qu'on peut se renseigner sur ça. Je me rappelle qu'un des trucs qui m'avait beaucoup aidé quand on avait vu Espace pour faire le carnet de bord, c'était une des personnes qui nous avait dit, en fait, vous n'allez jamais dire les bons mots et c'est pas grave. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire attention à ce qu'on dit, mais juste arrêtez de vous culpabiliser pour les mots parce qu'il n'y a pas de bons mots en fait pour parler de ça. Ouais. Et puis un mot qui va être ok pour quelqu'un va être monstre triggering pour quelqu'un d'autre. Et c'est clair qu'on peut que essayer de faire notre mieux, être à l'écoute. En fait, ce que tu disais, et faire de son mieux, non, c'est clair. En tout cas, ne pas fermer les yeux, ça c'est sûr que c'est l'enjeu principal. Et bravo pour ton courage parce que Merci. C'est vraiment incroyable que tu aies fait ça. J'avais une petite anecdote par rapport à ça où je me suis dit que peut-être si des personnes culpabilisent d'agir trop tard ou comme ça peut peut-être leur parler. Ou moi, après que j'avais déjà 2 amis qui m'avaient raconté ce qui leur était arrivé, j'avais été invitée par celui qui avait, par l'agresseur, à venir participer à un événement culturel. Et en fait, j'avais accepté et j'y étais allée. Et en fait, j'y repensais il n'y a pas longtemps et j'étais, mais en fait, pourquoi j'ai fait ça ? J'étais déjà au courant qu'il se passait des choses. Je savais que c'était pas une personne bien, puis je suis quand même y allée. Et je suis un peu venue à la conclusion que c'était un peu bête de ma part d'y être allée, que voilà, c'était pas le move le plus intelligent que j'ai fait, mais qu'en fait, ça m'a pas empêché d'agir après coup et que de toute façon, c'est pas ok de valider puis d'aller continuer à faire ça. Mais en fait, c'est encore pire de rien faire après, puis c'est encore pire de continuer à banaliser. Et en tous les cas, tout ça, c'est moins pire que ce que lui, il a fait. Donc en tout cas, je m'étais un peu dit tout ça par rapport à ça. Puis c'est pas parce que j'ai fait une forme de validation en allant faire cet événement que ça veut dire que ça doit m'empêcher d'agir après ça. Genre, again, c'est pas moi qui étais en procès dans cette histoire et moi j'avais des capacités d'action à ce moment-là. Il y a un sujet qui me tient à cœur là. Encore une fois, au podcast, on essaye d'ouvrir des zones grises et des choses dont on discute pas assez. Donc par rapport à ce que tu dis, moi je pense un truc qu'on vit un peu toutes et tous, c'est qu'on évolue dans une société patriarcale, raciste, cis-hétéro. On a toutes et tous, à des manières différentes, à des moments différents, à des degrés différents, été complices. Soit parce qu'en effet, on a dû être trop gentil avec un patron qu'on trouve problématique, mais en même temps, il nous paye. Soit parce qu'il y a eu des blagues cheloues quand même à la cafétéria, puis une fois sur deux, on n'a rien dit. Plein de raisons pour lesquelles on dit rien. Donc, j'ai l'impression que c'est inévitable, que ça nous arrive à toutes et tous. Personne n'est genre une page blanche de complicité, tu vois, on l'a été. Et le problème, c'est qu'une fois que t'as été complice, t'as un sentiment peut-être de honte et de culpabilité qui s'installe. Et après, t'as été complice une fois, tu l'es une deuxième fois. Au bout de la 3e, 4e, je sais pas combien de fois, tu te sens tellement complice et t'as tellement honte que tu te sens pas légitime de parler et tu te la boucles pour toujours, ou même tu normalises des comportements problématiques parce que tu dis en même temps moi aussi j'ai fait ça, moi aussi j'aurais pu ouvrir ma gueule puis je l'ai pas fait, du coup voilà, je peux pas critiquer l'autre qui l'a pas fait, ou je peux pas critiquer mon patron qui a fait ça parce que c'est aussi de ma faute. Donc en fait ce mécanisme de culpabilisation et de honte commence avec des petites actions complices. Et ce que j'aimerais dire par ça, en fait, c'est que le moment où tu commences à parler, c'est comme si t'effaces tout ça. Parce que ce qui compte, c'est que t'ouvres la parole, en fait. Et je pense qu'il y a très peu de cas, ça arrive pas, en fait, quand les gens décident de parler et qu'ils disent, en fait, ouais, j'ai été con avant, j'aurais dû parler, je l'ai pas fait, ou même pas j'ai été con, j'étais vulnérable, je comprenais pas tout ça. Personne dit, ta gueule, t'aurais dû parler avant. On est juste content que les gens parlent. On est juste content que les gens témoignent. Mais je voulais juste parler de ce truc de culpabilité et de honte que je pense qu'on ingère un peu toutes et tous. J'aimerais aussi être empathique envers plein de gens, en fait, qui décident de pas parler, parce que c'est pas facile, mais c'est jamais trop tard. Des fois, être complice, ça fait partie des mécanismes de survie, mais ça doit pas enlever la légitimité à ta parole, et ça doit pas t'enlever le droit de te réveiller et de faire ce qui te semble juste, en fait. Par rapport à ce même sujet, en fait, ce que je voulais dire aussi, c'est que moi j'ai l'impression, et ça je le dis encore pour encourager les gens à parler, c'est que j'ai l'impression si t'es témoin et tu décides de pas parler, c'est traumatisant. Les psys qui écoutaient, dites-moi si je dis de la merde. C'est une analyse personnelle, hein, j'ai pas d'études là-dessus. Je prends un exemple, je pense que tout le monde peut visualiser. Quelqu'un se fait agresser dans le métro, bourré, voilà. Et tu décides de rester sur ton téléphone et de sortir au prochain arrêt. Je pense que déjà,
encore une fois, la culpabilité et la honte qui s'installent suite à ça, c'est terrible et ça finit par te construire. Et en plus, moi j'ai l'impression que ce que t'es obligé de conceptualiser une fois que tu fais ça, c'est que si toi ça t'arrive, bah tu vas pas être protégé. Parce que si toi t'as pas protégé quelqu'un, si toi tu te fais agresser un jour dans le métro, non seulement c'est légitime qu'on te protège pas, qu'on te défende pas, mais tu t'attends même à ça. Tu peux même pas demander aux autres à ce qu'ils te protègent. Et c'est quand même un point de vue ultra horrible sur la société. Et de vivre dans ce monde-là, de intégrer ça dans ton corps, en fait, moi je pense que c'est assez horrible. Donc je dis vraiment que je comprends qu'on veuille se protéger, qu'on veuille se dédouaner, qu'on veuille se laver les mains parce qu'on a cet instinct d'être en sécurité, mais je suis pas sûre qu'on se met en sécurité en faisant rien. Je suis très d'accord avec toi. Et aussi, parce que je mets juste le mot, parce qu'en gros, ce qui nous empêche un peu d'agir, c'est aussi les violences structurelles qu'on voit pas et qu'on a intégrées. Ouais. Et c'est pas des violences physiques, c'est qui sont produites par l'ordre social dans lequel on est. Et c'est pour ça qu'on culpabilise, parce qu'on est le produit et on génère ces violences-là, puis on le remarque pas, puis du coup on se culpabilise. Et en fait, au bout d'un moment, moi j'ai noté, faut arrêter de s'en vouloir, parce que c'est facile de trouver 1000 raisons pour pas agir. Et foncièrement, on est dans un système dont c'est dur de se dissocier. Donc, comment dire ça ? C'est ok. Et par rapport à ce que tu disais, c'est vrai que ça me parlait bien, juste personnellement à moi, parce que je me suis pas posé la question de pas agir. C'était tellement clair et dans mon corps, c'était tellement fort, il y avait tellement un dégoût profond que j'étais genre, c'est pas possible en fait de laisser passer ça. Ce que j'ai trouvé aussi intéressant, c'est quand on t'a rencontré, on a beaucoup utilisé le mot témoin pour parler de ton rôle dans cette affaire. Et puis finalement, aujourd'hui, quand on a reparlé ensemble, on a plutôt parlé de soutien et de porte-parole. Et c'est drôle qu'on ait moins utilisé ce mot de témoin parce que c'est un mot dont je trouve qu'il est très important. Et en fait, je me suis intéressée du point de vue de la définition pure, parce que je me suis dit, si on va parler de témoignage avec Célia aujourd'hui, il faut qu'on sache qu'est-ce que ça veut dire être témoin. Dans la définition pure, le témoin ou la témoin, c'est une personne qui a assisté aux faits, qui est capable de restituer les faits, de faire des déclarations utiles à l'explication et au déroulement des faits. Voilà. Le témoignage sert à établir un fait, il s'agit d'un moyen de preuve, donc le témoignage permet d'acquérir des preuves dans une affaire judiciaire. Et puis, c'est dans le cas d'une infraction. Et donc, une infraction, c'est un comportement interdit par la loi pénale et sanctionné par une peine prévue par celle-ci. Ce que je viens de dire, là, je ne l'ai pas inventé, je l'ai trouvé. C'est une petite fiche qu'on trouve sur le site du canton de Vaud. Donc, j'ai fait exprès d'utiliser un petit document du canton de Vaud. C'est intéressant parce que quand on confronte ce petit document à la définition genevoise de la chose, Genève rajoute que un témoin peut être une victime. C'est quand même intéressant à ajouter, ce qui n'est pas dit dans le canton de Vaud. Intéressant. En tout cas, ce qui est très intéressant dans ce qu'on est en train de se raconter, c'est qu'il y a la question de voir, d'assister à la chose ou d'avoir entendu la chose, etc. Et puis, il y a aussi la question des responsabilités, des devoirs et des droits des témoins. Et ce qui est intéressant, et en même temps, je trouve qu'il y a une zone grise et qui va dans le sens des questions que posent souvent les poissons sans bicyclette, c'est le rôle de la témoin est très défini une fois que c'est pris dans l'affaire judiciaire, mais tant qu'il n'y a pas de cas ouvert, il n'y a pas vraiment d'explication sur les devoirs ou les obligations des témoins. En fait, tant que c'est pas dans le cadre judiciaire, les témoins, en fait, en gros, on te dit tu peux venir témoigner si tu es témoin de quelque chose, mais il n'y a pas d'obligation de le faire. Dans certains cas, si la justice te le demande de le faire, là, tu deviens obligé. Mais tant que c'est pas vu, pas pris. Et du coup, je trouve que ça pose deux questions. La première, c'est cette question qu'on a vaguement évoquée sur la non-assistance à personne en danger, qui est la question de la responsabilité de finalement, quand tu assistes à un fait et que tu décides de ne pas en parler, ça rejoint un peu ce que tu disais par rapport au métro, au fait de ne pas agir, mais ça pose aussi la question de comment on encourage finalement les personnes qui sont témoins à faire quelque chose de ce à quoi elles ont assisté, quoi. Ce que j'ai lu et ce qui m'a beaucoup interpellée, c'est que quand tu regardes dans le Larousse, la définition de témoin, elle s'applique sur différentes choses. Le témoin du point de vue judiciaire, il y a le témoin du point de vue comme un témoin de mariage ou un témoin chez le notaire. Oui. Mais il y a aussi le témoin qui est une personne qui assiste à quelque chose. Et ça, c'est moi, je suis témoin. D'ailleurs, ils prennent cet exemple très fleuri dans le dictionnaire qui est j'ai été témoin de leur scène de ménage. Ok. Vraiment comme ça dans le Larousse. En fait, on sait à quoi servent les témoins une fois qu'ils ont une valeur légale. Tant qu'ils n'ont pas de valeur légale, en fait, ils n'ont pas de rôle. Ils ont juste vu quelque chose. Il n'y a pas de lien
entre le témoin qui a vu quelque chose, ou la témoin qui a vu quelque chose, et la témoin qui est au tribunal. On ne sait pas ce qui se passe entre ces deux personnes-là. Ouais. Non, c'est très clair. Tu vois, et je trouve que c'est intéressant. C'est pas une question que je pose à laquelle je souhaite répondre, mais je trouve que c'est intéressant de se poser cette question-là. C'est quel chemin on fait de notre propre décision d'être ce témoin qui a vu quelque chose à cette personne qui a une utilité publique dans une action judiciaire qui a pour objet d'établir si une personne est coupable de ce dont on l'accuse, tu vois. Et je trouve que c'est là où c'est intéressant par rapport à ce que Célia nous raconte. Célia, les témoins, même si on peut jouer sur les mots au sens où elle récolte les témoignages des victimes, et puis elle décide de son propre chef de se rendre vers l'autre témoin, qui est la définition juridique du terme, quoi. Et je trouve que c'est intéressant de questionner cette zone grise entre les deux. Comment on fait ce chemin-là? Comment on décide? Qu'est-ce qui s'enclenche en nous? Alors tout à l'heure, tu as parlé de l'action de la culpabilité, mais toi, Célia, tu disais que ça n'a jamais été une question pour toi et que c'était une évidence, peut-être du fait de tes agressions, mais peut-être que sans tes agressions, tu aurais eu aussi ce besoin de soutenir les victimes et de faire quelque chose de ça. Ce que j'ai envie de dire là, c'est que chacune et chacun se questionne sur mais quel chemin on peut en prendre pour agir et quelles sont les motivations qu'on trouve en soi pour avoir finalement d'être juste assisté à quelque chose et d'en faire quelque chose d'utile, quoi. En fait, je trouve que c'est la question. The one. C'est la question au cœur de la discussion, en fait. Ouais. Quand est-ce que tu vois quelque chose, mais tu décides de le normaliser, ou tu normalises, ou tu décides de rien faire, et quand est-ce que tu fais les pas qui t'exposent, et qui te drainent, et qui sont pas sans risque pour toi, mais que tu prends un rôle d'utilité publique pour de bien commun ou de protection des autres, de soutien, ouais. C'est la question. Ça met aussi la lumière sur l'importance des mots, sur à quel point, des fois, le fait qu'il manque des concepts, ça apparaît dans le dictionnaire, quoi. Cette zone grise, elle apparaît, un peu comme, tu sais, quand on dit « Attendez, vous voulez féminiser les métiers, vous n'avez pas autre chose à foutre ?» Ben en fait, non. On n'a pas autre chose à foutre, parce que le fait de féminiser les métiers, ça les fait exister. Et je trouve que c'est un peu la même chose. C'est que parfois, en cherchant à documenter un concept, on se rend compte qu'il y a rien au milieu, quoi. C'est ça. Et c'est limite pas une zone grise, c'est genre un vide. Ouais. Un vide entre deux concepts. C'est un trou noir, en fait. On est loin du gris, on est carrément dans le noir, là. Ouais, trop intéressant. Je trouve que c'est important de se dire, quel est le lien entre ces deux témoins-là, quoi. Et comment je le fais, et comment moi je me positionne avec les outils que j'ai pour... Est-ce qu'il y a un lien quand même qui existe dans des situations particulières? Par exemple, si t'es témoin d'un meurtre, t'as obligation de dire quelque chose, non? Parce qu'après, t'es complice. C'est là où vient la question de la non-insistance à personne en danger. Encore faut-il pouvoir le prouver, évidemment, que tu étais là, que tu as assisté et que tu as décidé de rien faire. Mais bien entendu, c'est cette loi-là qui entre en œuvre à ce moment-là et qui a pour objet d'encourager les personnes témoins à aller témoigner. C'est la non-assistance à personne en danger qui a cet objet-là. Mais en fait, c'est le seul... D'après ce que j'ai compris, encore une fois, je m'excuse auprès des personnes qui sont spécialistes dans le sujet si j'oublie et que je ne connais pas la loi parfaitement, mais dans mes recherches en tout cas, pour moi, c'est le seul moyen d'encourager les témoins à aller, c'est d'avoir cette loi. Vous pouvez être puni si on prouve que vous n'avez pas fait ce qu'il fallait pour protéger une personne. Mais vas-y pour que ça arrive, mais oui. Donc, c'est faible finalement par rapport au contraire. C'est-à-dire, tu vas témoigner et puis d'un coup, on t'attaque en diffamation ou d'un coup, ça se retourne contre toi. Donc, je trouve que c'est assez faible l'encouragement par rapport au découragement finalement. Alors même que des fois, on peut être la victime, aller porter plainte et être attaqué en diffamation. Oui, donc, oui, vraiment, ça arrive tout le temps. Dans ce que j'ai lu, vraiment, le témoin oculaire, disons, a la possibilité ou non de témoigner, sous réserve de non-assistance à personne en danger, alors que le témoin qui est déjà engagé dans la procédure judiciaire, lui, il est convoqué et donc il doit y aller, quoi. Mais ce que je trouve méga intéressant dans ce que tu dis, et ça me ramène aussi à un point qui m'est très cher, c'est que on va souvent, pour justifier en fait des phénomènes culturels, des décisions collectives qu'on a prises, on va prendre des notions légales ou tout type de notions qu'on va recycler, on va utiliser comme il nous semble bon. Et une de ces notions, on l'a dit au début, qui est recyclée tout le temps, c'est la présomption d'innocence en fait. Mais la présomption d'innocence, comme la notion du témoin, d'après ce que tu me dis, c'est une notion qui rentre en jeu du moment qu'il y a une procédure judiciaire qui est ouverte. Elle n'a rien à faire, rien à voir avec la vie civile et la vie de tous les jours, en fait. Mais on la prend, on recycle, et elle sert à la domination patriarcale, puis elle sert à la non-protection des victimes, qui sont souvent des minorités de genre et des femmes, pour dire je ne crois pas à la victime et je protège l'agresseur. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut, si vous voulez, puisque c'est ça que vous kiffez, on peut recycler une autre notion judiciaire et parler de non-assistance à la personne en danger,
danger. C'est en fait quand tu vois qu'il y a des actes sexuels impliquant des enfants, impliquant des mineurs, est-ce que tu devrais pas dire quelque chose pour protéger une personne qui est en danger ? Bah bien entendu. Le petit dépliant du canton de Vaud est édifiant, je vais répondre à ta question. Oui. Il y a écrit « J'assiste à une infraction », c'est vraiment un manuel à destination des témoins. Et il y a une question qui dit « Suis-je obligé de contacter la police ?» Attention, la réponse, ça tient en 2 phrases. Vous pouvez informer la police du fait que vous avez été témoin d'une infraction. Dans certains cas, la loi vous y oblige. Donc il y a bien écrit « vous pouvez ». En aucun cas, on vous encourage, enfin il n'y a pas de... C'est quand même assez incroyable. C'est même pas écrit vous n'êtes pas obligé, mais on vous encourage. Non. Non. Et par contre, si je dois témoigner, suis-je obligé de témoigner ? Dès l'instant que vous êtes convoqué à une audience, vous êtes tenu de vous présenter. Donc il y a vraiment ces 2 parties du témoin, quoi. Célia, on a beaucoup parlé. Qu'est-ce que tu penses de tout ce qui vient d'être dit ? Beaucoup de choses. Non, mais je trouve intéressant les cas que tu décris, l'espèce d'entre-deux avant d'être un témoin légal, parce que je trouve que c'est dans cette position-là qu'on peut en fait vraiment réfléchir à quelle action on a envie d'entreprendre et quel impact on a envie qu'elles ont. Parce qu'en fait, je rejoins quand même un peu ce que vous dites par rapport au fait qu'il faudrait pouvoir aller encourager les gens à témoigner, mais en même temps, j'ai zéro confiance dans le système judiciaire qui, de un, condamne jamais les coupables, protège pas, qui est créé, comme je l'ai dit, par les personnes qui produisent les violences. Donc, je trouve que cette zone, elle est pas inintéressante parce que c'est le moment où on peut se dire, en fait, j'ai envie d'essayer d'entrer par le chemin légal et donc d'aller vers cette position de témoin que tu as décrit, ou alors j'ai envie de sortir peut-être de ce mot de témoin pour essayer d'agir dans d'autres chemins. C'est un peu ça que je me suis dit en vous écoutant, que j'étais c'est un peu à ce moment-là qu'on peut se demander c'est quoi les actions. Je pensais au livre Triste Tigre de Neige Sino. Elle raconte elle aussi qu'elle a choisi finalement d'aller en justice et qu'elle non plus elle n'avait pas confiance en la justice et qu'elle c'était plutôt quelque chose contre lequel elle s'opposait, mais l'action qu'elle voulait faire c'était protéger ses frères et sœurs et le moyen d'y arriver c'était d'aller en justice, donc c'est pour ça qu'elle est allée ensuite. Est-ce que tu peux dire rapidement de quoi parle le livre pour celles et ceux qui ne l'auraient pas lu ? Oui, bien sûr, c'est un livre que les gens un peu facilement disent ça parle d'agression sexuelle vécue par l'autrice et je suis pas tout à fait d'accord. Je trouve que c'est plutôt un livre qui pense comment est-ce qu'on écrit à partir d'un traumatisme, qui parle un peu du traumatisme mais pas que, qui réfléchit qu'est-ce que ça veut dire écrire sur un tel sujet, est-ce que ça veut dire faire devenir le traumatisme un sujet un peu médiatisé, quel type d'écriture utiliser. Donc c'est un peu ça le livre Triste Tigre. Et c'est un livre qui a eu un prix... Le Goncourt étudiant, je pense. Célia, donc comment t'as vécu cette 1h30, 2 heures avec nous ? Très bien, très conversationnel. Non, j'anticipais un peu, parce que c'est pas toujours agréable de se rappeler de ce genre de moment. Mais je trouve que la façon dont on l'a abordé permettait, je sais pas, bien sûr libérer une parole, mais d'y penser un peu de manière aussi, je sais pas, structurelle et pratique, ce que j'avais pas beaucoup fait, donc ça faisait du bien. Ok. Ouais, c'est clair que c'était moins sur un témoignage continu et nous, on parle beaucoup. Ça m'allait bien, ça me faisait des petites pauses. Ouais, moi, en préparant l'épisode, j'ai beaucoup réfléchi au rôle du témoin et que l'importance quand même de raconter. Et ça m'a fait penser à un livre que j'avais lu il y a longtemps. C'est un prêtre catholique en Albanie qui a subi des violences lors de la dictature communiste, en fait. Et il y a quelques moines et quelques prêtres qui ont survécu à des années de prison. Une de ces personnes a sorti un livre qui s'appelle « Vivre pour témoigner ». Et je trouvais très beau le titre. Il y avait un ton de « je survis et je continue de vivre et je me donne encore de l'énergie pour témoigner ce que j'ai vécu » parce que si on tait ce qu'on a vécu, même si on n'est pas allé à la justice, même si on n'est pas allé à la police, si on tait ce qu'on a vécu, dans l'échelle à vol d'oiseau de nos vies, c'est assez horrible en fait d'imaginer que des choses qui ont eu lieu ne sont jamais dites. Et il y en a tous les jours, des choses qui ont lieu et qui se disent jamais. Pour revenir au rôle du témoin, je trouvais ça méga important, presque à un niveau existentiel de témoigner en fait, de raconter. Et du coup, je voulais encore une fois te dire, c'est super que tu aies fait ça. C'est presque un truc méta, en fait. Tu témoignes de ton témoignage. Je témoigne de mon C'est vrai que c'est complètement méta. C'est une belle mise en abîme. Je suis assez d'accord et je trouve assez beau. J'aime bien aussi, pour continuer à te recommander Triste Tigre, l'aspect qu'elle réfléchisse, parce que pour elle, c'était aussi évident de le faire. Mais elle pose une question qui, moi, m'habite beaucoup, qui était de... En fait, en même temps, j'en ai marre de devoir parler de ça et j'ai envie de pouvoir écrire et d'être autre chose que ça. Et en même temps, en fait, elle peut pas être autre chose que ça. Et je trouve qu'il y a un peu cette tension, tu sais, de dire oui, vivre pour témoigner, mais en même temps, ne pas que vivre pour témoigner. Oui, avoir de la place pour vivre autre chose. Moi, j'espère que, en tout cas, ton témoignage de témoignage te permettra de te libérer et de trouver une forme de justice réparatrice avec le fait que ta voix puisse être entendue et que même s'il y aura pas peut-être de répercussions concrètes, en tout cas, ça aura la valeur que ça a, à savoir te soigner, peut-être soigner d'autres personnes. Pour ma part, important de mettre encore une fois en lumière le rôle du témoin
ou de la témoin, qui est essentielle, on l'a vu de plein de façons, et je voulais juste conclure avec une association dont j'ai entendu parler par Olympe de G, qui en parlait pour la première fois. Je suis allée voir ce que c'est. Ça s'appelle Men versus Rape. Ça existe aux États-Unis. Et c'est un organisme qui apprend aux hommes à être témoins des agressions sexuelles perpétrées par d'autres hommes sur des personnes, et de quels sont leurs rôles et responsabilités en tant que témoins. Et en fait, ce qui est très intéressant dans cette démarche-là, c'est qu'en éduquant à être témoins, on empêche les hommes d'être des violeurs. Parce qu'ils prennent la responsabilité de leur rôle, et on leur met des lunettes, on leur chausse des lunettes en fait, qui leur permettent plus d'être des agresseurs. Et je trouve que c'est malin. Je trouve que c'est hyper intelligent. Et j'espère qu'en étant toutes et tous des témoins actifs, en tout cas, qu'on aura une vigilance accrue et que ça permettra de faire baisser le nombre d'agressions. Alors oui, peut-être que je suis une grande optimiste. Soyons-le. Soyons-le. Mais c'est ça, en fait, c'est qu'en leur apprenant à être témoins, peut-être on devient des meilleurs témoins de nous-mêmes, et c'est franchement malin. On est obligé de se regarder, quoi. Ouais. En effet, on peut peut-être clore là-dessus sur une note pas très optimiste, mais est-ce qu'on n'est pas des bons témoins parce qu'on n'a pas envie de se regarder dans le miroir aussi, donc ça pose cette question-là. Ouais. Sur ce, non, je rigole. Pour finir aussi, moi je voulais vous remercier de m'avoir accueilli et d'avoir accueilli ma parole. C'est une des premières fois que je parle de tout ça, donc merci beaucoup, et je suis ravie de l'avoir fait dans votre podcast. Oh, merci pour ton Merci retour. à toi, et merci pour ton courage. C'est vraiment inspirant. On te souhaite beaucoup de joie à venir et de vivre d'autres choses que des témoignages. Merci. Donc, cet épisode a été, comme on l'a dit au début, choisi exprès pour être diffusé la veille de la grève féministe, pour les raisons qu'on a déjà expliquées. Surtout que je pense que quand il y a des manifestations, c'est un appel particulier à être témoin de quelque sorte, parce que ça réveille un peu ce même genre de questionnement. C'est que, ok, je suis moi-même pas victime, mais est-ce que je vais aller manifester dans la rue ? Ok, je suis pas tout à fait d'accord avec tout ce qui est dit à la manif dans les pancartes, mais est-ce que je vais quand même... Enfin, tu vois, je trouve que ça réveille ce genre de questions. Et voilà, bonne grève. Bonne grève à toutes. Merci Célia. Merci Célia. C'était Les Poissons sans bicyclette, le podcast féministe lausannois. La production, l'enregistrement, le montage, la musique a été fait par Les Poissons sans bicyclette. Suivez-nous sur Instagram, sur TikTok, sur Facebook si vous voulez. Et puis, si vous voulez nous soutenir financièrement, nous sommes sur patreon.com/lespoissons sans bicyclette, où dès 5 francs par mois, c'est-à-dire un café de spécialité par mois, vous avez accès à du contenu exclusif. Et un truc que j'oublie de dire, allez nous mettre des notes sur vos applis d'écoute, parce que ça augmente la visibilité. Donc mettez 5 étoiles sur Spotify, sur Apple Podcasts, sur YouTube, tout ça, ça nous fait du bien. Minimum 5 étoiles. Mais 5 étoiles avec commentaires, c'est mieux. Merci beaucoup. Ciao Lirza.